Mesdames, Messieurs, l'équipe de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons prendre le risque de vous parler des risques naturels majeurs en Martinique. Nous avons deux invités avec lesquels nous allons pouvoir vous dire ce que nous risquons si nous ne faisons pas très attention. On va commencer par M. Paul Bourriolo. Alors, Paul-Louis Bourriou, ce soir, je vais utiliser plutôt que 2 ou 3 des étiquettes, puisque j'ai eu des activités assez variées dans ma longue vie professionnelle. Ce sera d'abord, effectivement, le fait d'être le premier vice-président de la CERC Martinique. C'est une association, la cellule économique régionale de la construction, qui est fondamentale maintenant. Je pense que Jean-Yves Bonner nous en tiendra 2 mots. Et je suis aussi un ancien du COBATI, dont j'ai occupé toutes les fonctions depuis la fondation en 1994. Y compris administrateur international. Et je reste expert judiciaire, avec pas mal de dossiers à traiter, et toujours président de la commission éthique et déontologie de la compagnie des experts. Ça, c'est les 3 étiquettes qui me paraissent utiles. Monsieur Jean-Yves Bonner, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à son niveau, il est... Bonsoir, merci de me recevoir avec Paul-Louis. Alors moi, je suis président d'Obsidian Solutions. Je suis également secrétaire général de la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics. Et puis, comme l'a dit Paul-Louis, je conduis depuis 2019 en position d'assistant maître d'ouvrage à des travaux sur l'adaptation des normes de construction. Voilà. Et puis je suis également co-baptiste. Voilà. Voilà. Tu peux donner le site des normes, hein, c'est Bâti Solide. Alors le projet d'adaptation des normes, dont je pense qu'on évoquera aujourd'hui, s'appelle Bâti Solide, sans E à la fin. Voilà. C'est le projet que nous portons avec les collègues de Guadeloupe qui font face aux mêmes aléas que nous. En gros, vous êtes des bâtisseurs. Des bâtisseurs solides. On essaye, en respectant la nature. Nous allons mettre le train sur le bon rail. Qui peut parler du risque? Justement, moi je voudrais tout de suite qu'on sache précisément de quoi on parle, parce que... Ce que c'est qu'un risque. Oui, en tant que co-bâti, par exemple, à l'époque, on a participé à l'élaboration des PPR, donc c'était fondamental. Plan prévention risque. Plan de prévention de risque, dont la Martinique peut être très fière, puisqu'elle est passée de rien du tout en 1999 à 34 communes sur 34 dotées d'un premier PPR qui a été revu depuis et qui va être revu ces prochains mois. Donc, ces plans de prévention des risques, il fallait bien savoir de quoi on parlait. Un risque, c'est une conjonction, comme on dit, c'est-à-dire il y a un aléa sur lequel on ne peut rien, qui est fréquent, pas fréquent, faible, moyen, fort, de nature variable, hein, cyclone, séisme ou autre, incendie, ce qu'on veut, et il y a une vulnérabilité en face. Et le risque, c'est la conjonction de cet aléa et de cette vulnérabilité. Alors, l'inverse de la vulnérabilité, c'est les enjeux. Si tu as quelque chose qui a un gros enjeu, tu passes un peu outre la vulnérabilité. Mais tout ça pour dire que s'il y a un aléa fort, à un endroit où il y a une vulnérabilité faible, c'est par exemple un désert où il n'y a pas de construction, on dira que le risque est faible. Par contre, chez nous, où la vulnérabilité et les enjeux sont forts, même si l'aléa est moyen, le risque est assez fort. Et donc, il faut globalement, il faut s'armer contre un risque assez fort. Parce que l'aléa, on ne pourra jamais rien contre lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour le séisme, on ne dit pas antisismique, mais qu'on dit parasismique, parce qu'on ne peut pas lutter contre le séisme. On fait des normes, comme le fait Jean-Yves, des normes parasismiques. Alors Jean-Yves, hormis la tempête de neige, qu'on peut peut-être un jour avoir en Martinique, on ne sait jamais. La grêle en 2018, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, il y a eu la grêle. Cyclone, sismique, tous ces éléments-là, nous sommes plus ou moins bien formatés. Alors, c'est vrai que nos territoires sont particulièrement exposés à la palette de risques. On a l'habitude de dire qu'on met l'avalanche, c'est ça un peu les choses que nous répétons. Hormis l'avalanche, on doit faire face à l'intégralité des risques naturels possibles. Et ils sont nombreux et effectivement, ils peuvent intervenir pour certains de manière saisonnière et puis pour d'autres de manière impromptue et brutale. Et c'est ce qui les rend en fait
compliqué à, comme on dit, mitiguer, c'est-à-dire à réduire. Et donc, on va chercher surtout à protéger donc, ce qu'on appelle les enjeux, donc le bâti, les vies humaines, etc. C'est surtout ce qu'on va chercher à protéger dans la gestion de risques et la prévention des risques. Quand nous observons, disons, la population, à l'écouter parler, nous ne risquons rien. Non, je pense qu'on ne peut pas dire ça. C'est vrai que c'est toujours très compliqué de parler de ces choses-là. Personne n'a envie de vivre en fait un événement catastrophique. Et donc je pense que nous développons une forme de déni, c'est vrai. Et puis c'est toujours très compliqué d'en parler, de parler de choses qui sont catastrophiques, où on commence à parler de perte de vie humaine. Voilà, c'est pas simple, mais il faut accepter de le faire parce que c'est notre réalité sur ces territoires. Et je pense qu'il est prudent, il est sage et il est responsable en fait d'en parler, de développer des politiques publiques et privées de prévention contre ces risques et puis de se préparer, d'armer, de préparer le bâti, de préparer les individus à tous ces risques. Moi, je dirais volontiers qu'il faut dissocier totalement le mot risque et le mot fatalité. Il y a des risques soudains, pas prévisibles, enfin, dont on sait qu'ils vont venir, mais on ne connaît pas l'instant, le séisme. Il y a des risques que maintenant on peut beaucoup mieux étudier, comme les cyclones, même s'ils deviennent plus forts, on connaît mieux les trajectoires. Mais ça ne doit pas engendrer du tout le principe de fatalité, parce qu'il y a toujours des tas de dispositions pour faire avec et éviter que ce risque soit définitif, mortel ou autre. Et pour le séisme et pour le cyclone, l'exemple du travail de Jean-Yves sur les normes en ce moment, c'est exactement ça. On revoit, on adapte les normes localement, sur la base de nos expériences locales, et on demande à l'État de reprendre en compte nos indications dans la nouvelle formulation des normes pour justement de lutter contre cet esprit de fatalité et permettre aux gens de prendre des dispositions pour pouvoir faire le mieux face possible à ces risques. À propos de normes, Jean-Yves, il y a une chose que nous observons. Aujourd'hui, il y a une survente de menuiseries importées. Et l'interrogation, c'est une interrogation que j'ai. Bien sûr, oui. Quand je vois ça, je me pose la question, est-ce que ces menuiseries sont adaptées à un cyclone ou à un tremblement de terre ? Les menuiseries sont des points de vulnérabilité assez connus par rapport au risque cyclonique. Alors, de part, ce sont des points qui sont un peu fragiles. Les parties vitrage, mais aussi la menuiserie, le bâti lui-même, toute l'ossature de la menuiserie, sont des choses qui peuvent malheureusement, en cas de vent cyclonique, souffrir. C'est un sujet sur lequel vous C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Dès 2019, en fait, quand l'État a demandé en fait à la Martinique, et on a associé la Guadeloupe, de réfléchir sur la refonte du vent cyclonique de référence qui est pris en compte pour les calculs des structures. Donc ça, on nous avait demandé à la suite, ça c'était à la suite d'Irma et de Maria, donc de la saison cyclonique 2017, de réfléchir aux paramètres du vent cyclonique. Et on a tout de suite, nous, décidé de créer un groupe de travail sur les menuiseries, parce qu'on a estimé, et d'ailleurs, on le voit bien, que les menuiseries constituait un enjeu majeur par rapport au vent cyclonique. Alors c'est vrai au vent et au choc. Alors c'est vrai que sans rentrer dans les détails et sans être trop technique, il y a des classements, c'est-à-dire que les menuiseries doivent répondre à une norme, alors qui malheureusement est d'application volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, hormis si l'assureur le demande, il n'y a pas d'obligation, je dirais, d'appliquer cette norme. Soyons très clairs là-dessus. Par contre, il existe une norme et qui dit qu'il faut des menuiseries d'un certain classement, sans rentrer dans le détail. Et on constate malheureusement que sur le territoire, il y a énormément de menuiseries importées qui ne répondent pas au classement de résistance au vent. Oui, mais il faut être précis pour les gens quand même. Le problème, c'est que le vendeur de ces menuiseries peut légitimement prétendre qu'elles sont aux normes, mais ce n'est pas les normes d'ici, c'est les normes du pays fabricant. Donc si c'est des normes chinoises,
ne se préoccupent pas forcément des mêmes contraintes qu'on subit ici au cyclone. Donc il faut que quand les gens achètent une menuiserie, qu'ils demandent aux normes martiniquaises. Ce qui est important, c'est en fait cette capacité à informer en fait la personne qui va acheter. Le prix, c'est quelque chose, mais quand on bâtit, quand on construit, c'est souvent le projet d'une vie. Et c'est quand même important de ne pas se créer des vulnérabilités pour pouvoir économiser parfois des sommes qui ne sont pas significatives. Donc nous faisons un travail de militant en fait, sur ces questions-là. Et donc l'idée, c'est de dire ce qu'il faudrait chez nous, et puis donc d'informer de manière très large la population, et donc d'apporter une information que les gens fassent des choix conscients. Voilà. Et on l'a vu à Hugo. Là, Hugo a créé en Guadeloupe il y a eu beaucoup de dégâts, déménagements. oui, c'est vrai. Il y a très longtemps. 89. Oui, mais c'était vitesse de pointe 320. Oui, en 89. Et là, aujourd'hui, ça va jusqu'à 400. Irma, 2017, vas-y. Les ouragans de la saison cyclonique 2017 ont eu des rafales et des vents soutenus supérieurs à ceux d'Hugo, très supérieurs à ceux de Dean et d'Allen. Donc on voit bien que nous sommes sur des phénomènes extrêmement puissants et destructeurs. Et on l'a vu, des façades complètement décochées. On a tout vu dans la saison cyclonique 2017. On a vu des conteneurs 20 pieds passer au-dessus d'immeubles de niveau. On a vu des choses assez surprenantes. Plus de 7 mètres de hauteur. Voilà, on a vu des choses assez surprenantes. Et c'est vrai qu'on a du mal, tant qu'on n'a pas vécu ce genre d'événement, on a du mal à comprendre ce que ça peut être. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont vécu ces événements très traumatisants et qui sont encore aujourd'hui choqués. Justement, choqué, c'est bien de dire, parce que ce qu'on a fait aussi, c'est au-delà de l'augmentation de vitesse de référence des vents et puis le changement des coefficients d'abattement qui, finalement, permettait de redescendre beaucoup la résistance, et ce qui n'était pas opportun pour les gens qui n'étaient pas au courant, c'est qu'on a voulu que ces menuiseries aient toute disposition possible, utile pour résister le plus possible au choc. Parce qu'il y a beaucoup de groupes de compresseurs de clim qui ont volé. Et quand ils volent à la vitesse à laquelle ils volent, avec la masse qu'ils ont, vitesse grand V. Ça y est, et à partir de ce moment-là, le mur est atteint, la menuiserie est atteinte, et ça fait une emprise pour le vent qui fait que toute la façade disparaît. Et en dehors de ça, pendant le cyclone, on a la partie inondation. En plus. Oui, alors le vent... la difficulté, c'est que pour les cyclones, on les classe par catégorie en fonction de la vitesse des vents. Donc les gens sont très attachés à la vitesse des vents. L'expérience prouve malheureusement que ce ne sont pas forcément les vents qui provoquent des décès. C'est souvent l'eau d'ailleurs, que ce soit donc les cours d'eau qui débordent avec parfois compte tenu de la topographie de notre territoire, des régimes torrentiels, donc des masses d'eau qui descendent assez vite. Et puis aussi la submersion marine, qui est donc un phénomène qui se produit le long des parties basses du littoral, sur le long des côtes. Et on a là aussi des phénomènes extrêmement spectaculaires avec des élévations du niveau de la mer de 4-5 mètres, en plus donc des vagues qui peuvent être des vagues avec des énergies assez importantes. Ceux qui reçoivent le plus d'eau au monde pour l'instant, enfin dans l'environnement français quand même, c'est la Réunion. Et ils ont une géographie et une localisation qui est très propice à ça. Et ça n'est pas quand ils ont les pires cyclones, c'est quand ils ont des dépressions prononcées. Et pour donner une échelle, c'est carrément 1 mètre d'eau, 1000 mm en 48 heures qu'ils ont eu. C'est-à-dire toute l'eau qui tombe en 1 an dans une ville de l'Hexagone, leur est tombée en 1 ou 2 jours. Ça fait réfléchir. Effectivement, il ne faut pas se polariser simplement sur le vent. C'est vent et eau. Surtout que l'eau, elle ne tombe pas verticalement. Elle arrive horizontalement. Qui dit eau dit aussi arrivée massive de boue. Forcément, voilà. Oui, c'est ça. Donc, les cours d'eau charrient toutes sortes de choses, y compris des choses que nous, humains, y mettons. Donc, je parle d'encombrants, de détritus. Et ce sont des munitions, ce sont des armes qui viennent malheureusement parfois démolir des constructions.
quand ces ravines, ces torrents sortent de leur lit. Et il n'y a pas que des rochers ou des troncs d'arbres, il y a aussi malheureusement des fois des machines à laver usagées, des vieux frigos, des choses comme ça. Justement, il faut préciser aux gens, parce que ça n'est pas, comment dirais-je, évident absolument tout de suite, c'est que quand on a une boue, il y a des boues très très denses qui ont une densité de 1,5. Alors c'est un peu technique ce que je dis, ça veut dire que la densité est 50% supérieure à celle de l'eau. Donc le pouvoir qu'a cette boue d'arracher, de transporter des choses encore plus lourdes et de les faire flotter est beaucoup plus important que celui de l'eau. Donc c'est comme ça qu'on voit ces dégâts, tous ces embâcles qui passent les ouvrages, etc. Alors pour faire face à tout ça, nous avons des normes à mettre en place. Nous avons une mise en œuvre des matériaux à respecter. Oui, alors il y a... Sur le risque sismique, je pense qu'on abordera dans un petit moment. Il y a une réglementation qui existe, qui est relativement bien faite, qui a beaucoup évolué sur les dernières décennies, donc qui s'est améliorée au fil du temps, et qui aujourd'hui permet d'atteindre des objectifs qu'elle fixe en réalité. Et l'objectif principal que fixe cette réglementation parasismique, c'est le non-effondrement des bâtiments, c'est-à-dire on sauve des vies. Concernant le risque... Enfin, non-effondrement, soit plus précis, c'est que le bâtiment ne tombe pas sur les gens. Mais le bâtiment ne peut plus être habitable. Peut ne plus être habitable. Mais, voilà. Mais la réglementation, en fait, protège les vies, principalement. Concernant le risque cyclonique, on voit bien qu'il y a plusieurs composantes. Donc il y a une composante vent, il y a une composante eau, il y a une composante submersion marine, il peut y avoir aussi des risques liés à la foudre, etc., etc. Donc il y a plusieurs en fait aléas dans un phénomène cyclonique. Et aujourd'hui, on a une réglementation qui ne s'intéresse qu'au vent. Notre ambition, à terme, ça va prendre un petit peu de temps, c'est vraiment que nous puissions construire pour nos territoires tropicaux une vraie réglementation paracyclonique qui comprendrait en fait un volet vent, qui est déjà aujourd'hui en cours de révision, mais aussi d'autres volets. Et aujourd'hui, il faut savoir que la réglementation, donc l'État qui a cette responsabilité, gère les autres problématiques par l'occupation du sol, en disant aux gens, vous avez le droit de construire ici ou vous n'avez pas le droit de construire ici. C'est les fameux plans de prévention des risques dont a parlé Paul-Louis. Donc aujourd'hui, c'est la manière dont c'est géré. Et nous avons un territoire contraint, puisqu'on a quand même, la Martinique est quand même exiguë, même si on dit que nous sommes en décroissance démographique. Voilà, il y a un problème de place. Il y a des gens qui aussi ont des terrains, qui habitent des terrains avec des pentes, proches de ravines. Il y a 40% en fait de notre bâti qui est sur la frange littorale, avec des risques de submersion, des choses comme ça. Donc on voit bien que notre situation particulière nous impose de rechercher des solutions spécifiques à nos problématiques. Et il est important qu'on continue en fait à construire cette réglementation paracyclonique qui prendrait en compte plusieurs aléas différents. Et là, pour sortir du cyclone, on a le phénomène des toitures. Qui ne se comporte pas tout à fait comme on le pensait au départ, et ce qui nous amène à revoir un peu notre copie, puisque classiquement au départ on disait qu'il faut bien attacher les bas de versants des pentes de toiture, bien les fixer pour qu'elles ne s'envolent pas au cyclone. Que ça ne décoiffe pas. En fait, surtout avec les cyclones actuels, la dépression est tellement forte que ça aspire et ça ouvre au niveau du fêtage. Fêtage sur lequel les fixations ne sont pas aussi denses qu'en pied de versant. Donc on va devoir inverser pratiquement la tendance. Là, je pense que... Oui, ça fait partie des travaux que nous menons, et on réfléchit aussi aux pentes des toitures. Aux épaisseurs de les renforcer. Aux épaisseurs de tôle. Donc voilà, il y a plein de problématiques sur lesquelles les professionnels réfléchissent pour pouvoir apporter des solutions aux Martiniquais et aux Martiniquaises. Parce que là, souvent, le client, il préfère aller sur le moins cher, mais bon marché coûté cher finalement.
En matière de risque, oui. Malheureusement, se protéger de certains aléas peut renchérir le coût de la construction. D'une manière générale, allons être honnête, il renchérit le coût de la construction, donc ça veut dire qu'on construit un petit peu plus cher. Mais il faut savoir à un moment donné ce que nous voulons, ce que nous acceptons. Est-ce que nous avons une mentalité qui est proche de celle des Américains? L'Américain est construit très léger, et puis se dit si jamais c'est parti. Il y a un cyclone, une tornade, on a vu qu'il y a pas mal de tornades ces temps-ci aux États-Unis, sont des gens qui acceptent de reconstruire et de repartir à zéro. C'est un peu, je vais me dire, c'est pas du tout notre mentalité. Aujourd'hui, quand on construit une maison, c'est souvent le projet d'une vie. Et c'est parfois, et même très souvent, quelque chose que nous souhaitons léguer à nos enfants et que ça reste dans le patrimoine familial. Donc nous avons plutôt, tendance à vouloir construire beaucoup plus solide et à vouloir se prémunir de tous ces aléas qui n'ont qu'une envie, c'est de détruire ce que nous avons construit. Et en plus, même si l'assurance n'est pas aussi développée ici que dans l'Hexagone, l'effet de l'assurance n'est pas négligeable, alors qu'aux États-Unis, la plupart des assurances refusent des conditions correctes d'assurance des bâtiments. Et que c'est pour ça qu'ils disent, tant qu'à faire, je construis léger, puis on verra, j'espère que Dieu me maintiendra en vie. Alors la France a un positionnement différent. L'assurance dit, je vous couvre, mais si vous faites quelque chose dans les normes de très sérieux et avec des contrôles, il faut un bureau de contrôle, il y a toute une série de processus nécessaires. Voilà. Alors, effectivement, ici, il y a le problème que le pourcentage, tu l'avais étudié pour la fédération. C'était alors le pourcentage de couverture, enfin la couverture assurantielle pour le bâti, c'était de l'ordre de 68-69%. Oui, j'allais dire ça, 60-40. Voilà, 69% de maisons couvertes par une police d'assurance multirisque. Il faut savoir que ce même pourcentage, il est de l'ordre de 98% sur le territoire hexagonal. Donc ça veut dire qu'on a quand même un écart qui est significatif et on a donc en Martinique beaucoup de constructions qui aujourd'hui ne sont pas assurées. Oui. Et en cas de risque, ça devient compliqué. Solidarité. Ça devient compliqué. Mais... Donc on fait appel effectivement, comme dit Paul-Louis, à des mécanismes de solidarité. Et c'est souvent là qu'on voit, et notamment on peut se référer aux événements du Nord-Atlantique de 2020, où il y a eu effectivement beaucoup de glissements de terrain. Et on voit bien, Fos-Saint-Jacques notamment, mais pas que. Mais les maisons individuelles. Voilà, les maisons individuelles, il y en avait quand même un nombre certain qui n'étaient pas couvertes par une police d'assurance. Et là, on a vu tout de suite que les collectivités locales, donc aussi bien la mairie, la ville de Sainte-Marie, la ville de Marigot et la collectivité territoriale de Martinique, ont été sollicités et ont dû dire des choses pour pouvoir mettre en œuvre des mécanismes de solidarité qui, en toute logique, n'auraient pas eu lieu d'être si nous étions sur des ratios de couverture assurance tels qu'il y a dans l'Hexagone. Avant même de parler de travaux, je prends, sur cet exemple où je me suis pas mal investi, je peux parler d'une dépense que prend tout de suite l'assurance quand on est assuré, c'est l'étude de sol qu'il faut faire d'urgence pour savoir déterminer est-ce qu'on peut garder quelle partie, sous quelles conditions, avec quels travaux, etc. Et dans un cas que j'ai suivi, il y a quand même 220 000 euros de travaux sur une maison qui vaut 350 000 euros. C'est pas négligeable. Alors, on a eu l'étude tout de suite, ce qui a permis d'enclencher le processus pour payer les travaux, etc. Mais sans assurance, c'est pas qui peut payer ça? Voilà. Rappelons que c'est un régime d'indemnisation, donc qui indemnise les propriétaires. Oui, alors lorsque nous sortons du cyclone, nous arrivons dans le moment de terre. Pour beaucoup de personnes, ça se passe à la télé, ça se passe chez l'autre. Chacun son tour. Chacun son tour, nous disons. On a vu effectivement, y compris proche de nous, des choses assez dramatiques en 2010, malheureusement. Oui, Haïti. Haïti, le séisme du 12 janvier. On a d'autres exemples. Hein. Nous avons nous-mêmes subi
un séisme assez violent, donc en 2009. Non, 2007. 2007, pardon, le 29 novembre 2007. Moi, j'ai pas la même lecture. Hein. Alors, je dis puissant parce que son Oui, foyer, c'est un séisme de magnitude importante, qui est d'ailleurs de magnitude supérieure, et on oublie de le dire, de magnitude supérieure au tremblement de terre d'Haïti. La chance inouïe que nous avons, c'est c'est pas du tout le même séisme, et que c'est un séisme de profondeur. Donc, et ce qui a permis de limiter les dégâts au niveau du sol. Mais c'est un séisme qui était puissant. De toute façon, on peut reparler du séisme de Turquie, par exemple, hein, qui a fait 7-8, puis quelques 10-12 heures après, il y a eu un séisme à une trentaine de kilomètres sur une faille parallèle qui a fait 7-6 pour compléter le travail du premier. C'est quelque chose d'assez dramatique parce que c'est un séisme qui ne fonctionne pas du tout comme celui qui nous menace, nous, qu'on appelle le Big One, le futur. C'est que eux, c'est un cisaillement, c'est-à-dire que c'est des mouvements horizontaux pratiquement, mais il y a un compartiment qui avance et un compartiment qui recule. Donc le cisaillement, c'est ce qui s'est passé à Haïti aussi. Ça, c'est extrêmement violent. Et en plus, quand le séisme n'est pas profond, et quand en Turquie, on habite juste au-dessus, parce que l'épicentre était là, ça fait des dégâts très très violents. Nous, si on fait la comparaison, on attend la même intensité, certes, mais il sera à 50-60 km de là où on est. C'est un glissement de plaque sur plaque, c'est-à-dire donc c'est un glissement, c'est pas un cisaillement. Ça ne fait pas du tout pareil. Ensuite, on n'a pas du tout les mêmes sols, puisque nous, c'est des sols volcaniques, eux, c'est un millefeuille de sols sédimentaires, donc avec des transmissions d'ondes dans les couches qui sont complètement différentes. Et faut quand même nous donner un bon point, c'est que même si on parle du bâti qui n'est pas en très bon état, on peut dire qu'il y a au moins un tiers du bâti qui est bon, qui n'a pas de problème, qu'il y a presque un tiers qui est à peu près acceptable, et que dans l'autre tiers, il y a simplement, il y a moitié-moitié, quoi. Il n'y a pas bon et vraiment pas bon du tout. C'est là qu'il faudrait travailler. Bon, on a aussi un petit inconvénient, c'est que nous, notre topographie, elle est moins bonne. Donc on aura des glissements de terrain plus importants que ce qu'ils ont eu en Turquie. En Haïti, on citait l'exemple l'autre fois, il y a une partie dense vers Pétionville qui a descendu et l'autre n'est pas descendu. Il y a eu, je crois qu'il y a eu 20 000 morts dans un cas et 2 000 dans l'autre. Ça dit tout de suite l'incidence du glissement de terrain. Et les glissements de terrain en Martinique, ça, c'est à redouter quand même beaucoup, parce que la stabilité naturelle des sols, comme c'est une île très récente, je prends un exemple tout simple, Bellefontaine, c'était un réajustement d'ordre géohistorique de la falaise qu'on voyait depuis des centaines d'années comme ça, et puis un jour, pouf, elle se reconstitue. D'un point de vue géologique, il y a toujours une tendance à ce qu'on appelle le profil de stabilité géomorphologique, c'est un profil en S. Et il faut du temps, des millénaires, des centaines de milliers d'années, pour arriver à ça. Bon, nous, on est un pays jeune, on n'a pas encore ça, donc il y a des zones où naturellement c'est instable, puis il y a toutes les zones sur lesquelles on a refait la topographie à notre goût, sans prendre les dispositions de sécurité, de stabilité voulues. Et ça nous menace. Je m'excuse, je continue sur celui du 29 novembre 2007, justement, 7-2, parce que je ne voudrais pas que les gens aient l'impression qu'on a subi un gros séisme. Ce n'est pas vrai du tout, malheureusement. Il faut dire les choses avec objectivité. Il était faible en réalité parce qu'il était à 158 km de profondeur. Alors, je vous fais un petit calcul. Le minimum de gain de température, c'est 5 degrés au kilomètre. C'est-à-dire que les roches, elles étaient à 500-600 degrés. À 500-600 degrés, elles commencent à être un peu molles. Donc, ça ne fait pas du tout la même diffusion d'énergie au départ. Deuxièmement, il était vertical au lieu d'être horizontal. C'est-à-dire que les ondes primaires, qui sont des ondes qui vont d'avant en arrière, à partir de l'épicentre, elles allaient du haut en bas. On avait l'impression d'être sur un bateau. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts aux constructions par rapport à un séisme dont les ondes arrivent horizontalement, parce que ça vous déplace la construction de gauche à droite. Ça vous laisse et quand arrivent après les ondes S,
elles ont déjà un bâtiment abîmé, alors que là, il n'était pas. Donc c'était quand même important aussi de signaler ça. Donc voilà, ne croyons pas qu'on a fait une expérience très forte. Hein. Dans le cas d'une expérience forte. Dans une... Dans le cas d'une expérience forte. Quel aurait été le problème par rapport au bâti actuel? Alors, oui, non, mais il il faut s'attendre effectivement à des dégâts considérables. Excusez-moi, on peut peut-être signaler au départ l'enjeu, parce que tu aimes bien citer ça souvent, Florent. Les dernières études Gémitis ont montré que le séisme serait peut-être un peu moins violent que ce qu'il était avant. Par contre, qu'il serait un peu plus violent en Guadeloupe que ce qu'ils avaient prévu avant. Mais c'est quand même du 7,9 à 8,2, c'est-à-dire entre le 7,2 qu'on a eu théoriquement sur le papier et un 8,2, il y en a un qui est le 8,2 est 32 fois plus puissant. Il y a 32 fois plus d'énergie. C'est pas parce qu'on passe de 7 à 8 que c'est juste un petit cran. Non, c'est 32 fois. Donc il faut bien connaître cette échelle qui est très trompeuse. Et le rapport Gémitis, ils en ont fait beaucoup de simulations. Alors je vais peut-être trahir un peu le rapport parce qu'il est un peu technique, compliqué, long, et puis il fait plein d'hypothèses. Mais en gros, pour les gens, il faut se dire que les nombres de morts estimés dans ces rapports, c'est au moins 6 000, maximum 12 000, selon les heures, les dispositions, etc. Voilà, donc c'est pour ça que quand Jean-Yves dit les constructions, c'est embêtant, oui, parce qu'il y a les morts instantanées, et puis il y a les morts pendant les 72 heures après. Et donc, le risque, effectivement, c'est que ce sont les constructions qui tuent. C'est pas le séisme en lui-même qui tue. Ce sont les immeubles qui s'effondrent. C'est comme pour les voitures. C'est pas la voiture qui tue, c'est le chauffeur qui ne sait pas conduire. Enfin, à la limite. À la limite. Mais non, voilà. Donc, d'où l'importance, en fait, de bien construire. Puisque nous savons que nous sommes sur un territoire vulnérable, potentiellement soumis à un risque catastrophique concernant l'aléa séisme. Voilà, c'est une responsabilité que nous devons prendre. L'État, donc depuis 2004, depuis le premier plan séisme Antilles, a pris des dispositions pour pouvoir conforter, pour pouvoir renforcer le bâti des territoires de Guadeloupe et de Martinique. Donc nous en sommes à la 3e version de ce plan. Alors, il y avait des priorités qui avaient été fixées. Pour les gens qui veulent se renseigner, c'est le PSA, plan séisme Antilles. Alors, il y a des priorités, puisqu'on ne pouvait pas tout faire, tout conforter d'un coup. Donc, il y a des priorités qui avaient été données. Et donc, on a en priorité conforté un certain nombre de bâtiments qu'on considère soit très habités, soit, je dirais, indispensables à la gestion de crise. C'est là qu'on rejoint ce que je disais au début. Post-séisme. La vulnérabilité prise à l'envers, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Les écoles matérielles, c'est des bâtiments à fort enjeu. Oui, ce sont des enjeux. Ça, hein. Parce qu'effectivement, ils peuvent être occupés par nos enfants et par beaucoup d'entre eux, puisque il y a quand même beaucoup d'enfants scolarisés sur le territoire, avec des bâtiments qui sont toujours aujourd'hui vulnérables. Donc voilà, il y avait des priorités. On a aussi beaucoup conforté le parc de logements sociaux. Oui, donc les bailleurs ont successivement entamé des opérations de confortement. Hein. On a vu beaucoup de choses se faire. Il y a encore des opérations qui sont réalisées et qui vont être réalisées. Et puis le plan séisme 3 a l'ambition de commencer à s'attaquer aux bâtis privés, donc les maisons individuelles, les petites copropriétés, etc. Avec aujourd'hui des difficultés à mettre en œuvre en fait ces opérations de confortement de bâtis qui sont vulnérables pour les rendre, je dirais, moins vulnérables, puisque c'est ça l'objectif qui est fixé, les rendre moins vulnérables à un séisme majeur. Dans cette affaire-là, on a le bâti et les occupants. On s'occupe de comment? Ah mais ça, c'est la gestion de crise alors. Oui, et comment j'ai une construction super parasismique. J'ai misé fortement pour faire une maison parasismique. Et au moment où la terre tremble, je ne suis pas chez moi. Ah. Je demande d'arrêter, je vais chez moi. Ça, c'est le problème du territoire. Hein. C'est la vulnérabilité de l'ensemble du territoire. Il y a le réseau routier qui risque d'en prendre. Il y a beaucoup d'ouvrages.
On répète souvent qu'il y a des dispositifs d'ancrage qu'il faudrait peut-être vérifier de temps en temps, parce que c'est le jour du séisme, il risque fortement de lâcher. Il y a les réseaux, bien sûr. Alors, l'eau potable, c'est la première visée, parce que et les canalisations et les réservoirs vont souffrir. Donc, l'électricité va souffrir aussi, parce qu'elle est en aérien en général, donc les poteaux vont lâcher, enfin les câbles vont casser. Il y a la téléphonie, bien sûr. Et c'est pour ça que dans les propositions de gestion de crise que je peux faire, moi, depuis des années, depuis 15 ans, et qui n'avancent pas beaucoup malheureusement, il faut fonder le système sécuritaire de base sur de la téléphonie satellitaire. Ça, on verra peut-être après. Mais oui, et puis il y a tous les aménagements de pente dont je parlais tout à l'heure, qui font qu'il y aura des glissements de terrain peut-être, ou des murs qui vont tomber, etc. Donc, effectivement, tu as une maison. Tu n'y arriveras peut-être, ta maison elle est impeccable, mais tu n'arriveras pas peut-être à arriver jusqu'à ta maison, ça c'est sûr. Alors la question, je la renouvelle. Surtout pas y aller. Mais non, mais si elle est bien parasismique, il a dit. Non, il faut rester à l'extérieur, en fait. C'est ce qu'on cherche. Après les répliques, effectivement, oui. Toto ne sait pas comment se comporter dans l'affaire. Jusqu'à maintenant, il ne sait pas comment se comporter. Non, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites pour... je dirais, améliorer la prévention, c'est-à-dire améliorer le comportement des individus face à ce risque. On n'est peut-être pas au niveau du Japon, mais en tout cas, on a quand même beaucoup progressé. Il y a des choses qui sont faites avec les plus jeunes, avec les collégiens, par exemple. Les tortues dans les écoles. Tu as déjà vu les petits cheminements de tortues dans les écoles maternelles? C'est pour qu'ils se disent, je suis la tortue, et là où est la tortue, elle est protégée. Donc, voilà, c'est une façon de les conduire à un emplacement dont on a considéré que c'était le plus sûr. Il y a aussi les opérations répliques qui sont menées chaque année, et on essaie de sensibiliser. La difficulté, c'est que le risque sismique catastrophique, il est heureusement extrêmement rare. On va dire que il suffit d'un. Oui, il en suffit d'un. C'est ça la difficulté. Et ça, si tu veux, je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi je considère qu'il est quand même plus proche d'arriver le suivant qu'avant, suite à ce qui s'est passé en Haïti, en République dominicaine, où on avait 2 blocages latéraux de la plaque qui ont sauté. Et donc maintenant, forcément, il y a moins de freins sur le côté et la plaque peut plus facilement descendre. Or, en plus, il y a 170 ans que s'est produit le dernier séisme majeur là, le Big One, et qu'on considère que la plaque se déplace vers la plaque américaine, Coco, de 2 cm par an, ce qui reste à vérifier, mais pour l'instant, c'est les valeurs qui étaient prises en compte, puisqu'il y a une thèse en cours à l'Observatoire sur ce sujet. Mais ça veut dire que si tu as fait 170 fois 2 cm, il y a 3,40 m de tension de déplacement en jeu. 3,40 m, c'est l'équivalent, dans les ratios qu'on utilise en génie parasismique, d'un séisme de 7,2 à 7,4. Donc il n'est pas loin du 7,9 qu'on prévoit, et donc son imminence est plus proche qu'avant. Donc il faut effectivement commencer à réfléchir sérieusement. Je ne sais pas si on a un jour, 1 an, 10 ans, 100 ans, parce que moi, le problème, c'est que avec ma mentalité de géologue, j'ai le temps géologique en tête, et que quand il a 20 ans de retard, pour lui, c'est 20 secondes. Donc c'est pas très grave. Mais ça, et pour nous, c'est un tiers de vie, donc voilà. Mais c'est important quand même de savoir que ça devrait bientôt arriver, parce qu'on a quand même des signaux qui montrent que ça se prépare doucement. Et je reviens sur le problème comportemental. Je prends l'exemple du Covid. Tous les jours, on nous explosait le crâne avec des choses qu'il fallait faire ou ne pas faire. En matière sismique, on vient dans une île, on est touriste, on vient dans une île, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Celui qui vit sur place ne sait pas ce qu'il faut faire. Et tu as remarqué qu'aujourd'hui, Jean-Yves s'est bien placé. Il s'est mis sous la poutre. C'est bien. Non, c'est vrai qu'en matière de prévention et notamment d'information des populations, je dirais, résidentes ou effectivement des populations qui peuvent être temporairement sur le territoire, on a des choses à faire. On a encore des choses à faire. Mais on ne part pas de zéro. Allons être clairs, on a travaillé sur ce risque.
Mais encore une fois, ce n'est pas simple parce que c'est un risque qui est très craint en fait par les populations. On a très peur du séisme, donc on ne veut pas en parler. C'est ça le réflexe naturel humain, on ne veut pas en parler. Et on refuse d'en parler, et donc on met tout ça sous le tapis en espérant que... C'est ça le fonctionnement aujourd'hui. À côté de ça, il y a un certain nombre de personnes comme Paul-Louis, comme moi, comme toi, qui acceptent de porter un certain nombre d'informations et qui, de manière très ouverte, en discutent. Parce que ça fait partie de notre réalité. Nous sommes sur un territoire qui est à risque par rapport au séisme. Donc acceptons-le et puis faisons ce que nous pouvons humainement faire. Accordons de l'importance à ce risque et puis démolissons et reconstruisons des choses si elles méritent d'être reconstruites, confortons là où c'est possible et puis construisons tout ce qui est neuf aux normes parce qu'on a quand même, je le répète, sur le parasismique des normes qui sont plutôt performantes et qui permettront de satisfaire les objectifs qu'on vise, c'est-à-dire faire en sorte que ces constructions ne tuent pas les gens. Je signale que si on est faiblard au niveau des moyens en études de sol pour l'instant, parce qu'elles ne sont pas assez demandées, c'est pas parce qu'on n'en a pas besoin, c'est parce que si on les demandait comme on doit les demander, il faudrait beaucoup plus d'ingénieurs et de bureaux d'études sol ici, mais parce que c'est la clé. La clé dans tout ça, le point crucial, c'est la liaison sol-construction. Si la construction est bien reliée au sol, il y a beaucoup moins de dégâts qui se produiront. Et souvent, les fondations, c'est fait à la va comme je peux, en disant, bon, je cherche des appuis, puis voilà, c'est bon. Mais il faut chaîner ces appuis entre eux. Et maintenant, on a créé des règles bien, avec des longues grilles en profondeur, des ceci, des cela. Ça coûte pas très cher, c'est pas trop difficile à réaliser, même après coup. Mais ça a une valeur inestimable en résultat. Donc, je plaide pour cette histoire d'études de sol bien connaître, et puis que dans ces études de sol, on recommence, comme on le faisait à une époque. Moi, je faisais ça même pour du logement très social. Les LES, j'avais fait BIT 500, il y a à chaque fois eu une étude où on a regardé le comportement au séisme. Ça, c'était très important. Et pour ce faire, on s'aidait même de profils géophysiques, qui sont un instrument qu'on n'utilise plus en reconnaissance de sol en Martinique, parce que plus personne n'en a, parce que, bon, enfin, je n'expliquerai pas les raisons profondes qui ne sont pas très glorieuses, quelquefois, mais... On en sait quelque chose sur Séguineau. Voilà. Mais où l'explication était là, avec ce profil à 500 €. Voilà. Bon. Mais donc, simplement, il faut faire ces études. Alors, on peut le faire a posteriori, si on a des doutes pour sa construction, ou si elle a commencé à mal se comporter, on peut faire une étude a posteriori. Et on peut le faire aussi dans le cadre de ce que j'appellerais plutôt un diagnostic parasismique. Et je rappelle que quand même, entre 2002 à 2008, moi j'ai passé ça en 2004, on a été 120 à peu près ingénieurs, architectes et autres techniciens de la construction à suivre ce DPE de génie parasismique, ce qui est quand même une formation extrêmement intéressante à ce sujet. Donc il y a un environnement de professionnels qui savent faire et qu'il faut aller solliciter. Et on commence par le commencement. Il va vous faire du diagnostic. On dit, bon, ben, j'ai pas d'argent tout de suite, ou j'ai pas ceci, j'ai pas cela. On commence par là. Et puis après, on fait ça. Puis après, on fait ça. On fait par étapes. Et puis, au fur et à mesure, on plaidait tout à l'heure pour le paracyclonique. Et ben, on lui dit, dans le diagnostic, on va te mettre aussi un petit peu de paracyclonique. Et donc, tout le monde peut avoir une réponse à son cas de construction existante. Et donc, il faut arrêter avec la fatalité, ou alors avec la tranquillité, en disant non, moi j'ai acheté une maison extraordinaire, il ne m'arrivera jamais rien. Ah oui, mais tu ne l'as pas relié au sol comme il faut, mon gars, désolé, tout va partir. Donc, il faut bien regarder ça. Il y a beaucoup de professionnels et il faut des bonnes études de sol. Et on fait des PPR qui sont de mieux en mieux. Regardez-les, parce que grâce à ça, on va nous empêcher de mal se positionner ou de mal utiliser le sol. Le problème des PPR qui restent, ça c'est une critique qu'on a depuis longtemps ensemble, c'est que ça ne travaille bien que le problème du neuf et que l'existant est très peu traité dans les PPR. Et l'existant, c'est la majeure partie des choses. Et dans le contexte actuel, c'est la réhabilitation qui va devenir la plus prégnante et la construction neuve qui va baisser progressivement.
Même si, et là, je voulais signaler dans les exemples à prendre en compte, tout ce qui a été fait par les HLM dont tu parlais, au début, c'était assez bestial, si je peux m'exprimer ainsi. C'était des câbles en croix de Saint-André. Ça, c'est le plus efficace. C'est pas esthétique, c'est pas pratique quelquefois. Mais ils sont arrivés à une sophistication remarquable à l'heure actuelle, avec du béton projeté dessus, des fibres, des machins, des micropieux qui travaillent en traction et d'autres en compression, etc. Il y a un savoir-faire et il faut que les gens s'en servent. Et il faut utiliser toute cette géotechnique à redynamiser. Alors, tout ce savoir-faire est piloté au départ par le bureau d'études, l'architecte. L'architecte. Il y a énormément de sachants en réalité, comme Paul-Louis l'a dit, il y a beaucoup de professionnels très bien formés sur le territoire. Ça, si vraiment on a un message à faire passer ce soir, c'est dire utiliser les services des professionnels présents sur le territoire. Ils sont extrêmement compétents et il y en a beaucoup en réalité. Nous avons cette chance et je pense qu'il faut saisir cette chance pour pouvoir bien faire les choses. Et je te coupe, mais la CTM semble avoir l'ambition de ne pas traîner pour refaire une nouvelle promotion, parce que quand je disais les dates de 2002 à 2008, il y en a certains qui commencent à quitter le monde professionnel, donc il faut renouveler en fait. Et puis on avait commencé à former les entreprises, il faut aller plus loin dans la formation, parce qu'il n'y a pas que le technicien au départ qui doit pondre des belles idées, il y a le praticien, l'entrepreneur. Il est tout à fait capable de trouver des bonnes solutions. C'est tout un écosystème en fait qu'il faut amener vers la qualité de la construction et vers la construction résiliente, c'est-à-dire capable de faire face à un certain nombre de chocs. Et c'est vraiment une ambition que nous portons, que beaucoup d'entre nous portent. Et c'est quand même réjouissant de voir qu'il y a énormément de professionnels qui accompagnent cette démarche et qui travaillent parfois très dur et qui apportent des idées. Qui vont défendre des idées parfois à Paris pour pouvoir faire avancer les choses au bénéfice des Martiniquais. Ça, c'est très important et très sincèrement, c'est un travail qui est passionnant, qui est passionnant et qui un jour se révélera être utile pour nos enfants, nos petits-enfants ou peut-être les générations d'après. Je rappelle que dans les règlements des PPR, par exemple, on avait introduit une notion, la responsabilité. La responsabilité n'est pas le fait de l'État. Quelque chose de virtuel, imaginaire, c'est l'État. Moi, j'attends que l'État me doit, l'État ceci, l'État cela. Non. La responsabilité, elle est partagée entre l'État régalien, la partie État régalienne, la partie administration locale, donc qui est administrée plus par les politiques locaux, et l'individu lui-même. Et quand, là je parle sous le reflet de mon expérience en judiciaire, on n'oublie pas de rendre responsables personnellement les gens quand ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc il ne faut pas se retrancher derrière le fait de dire « Ah ben l'État n'a rien fait pour moi » ou « ne m'a pas ceci ». Non, non. La loi de modernisation de la sécurité civile, d'ailleurs, rend chaque citoyen responsable aussi de sécurité en la matière. Donc on voit qu'on avance sur cette notion de responsabilité et c'est vrai que l'information elle est maintenant disponible. C'est-à-dire que celui qui veut savoir, qui veut construire correctement, qui veut construire en qualité, eh bien, il peut le faire. Il peut s'appuyer sur un réseau de professionnels et il peut avoir aussi l'information. Une fois qu'on a passé tout ce cap, tremblement de terre, bâtiment à terre, ou pas, population en déroute. Ah oui. L'après-gestion. L'après. Ah ben moi, alors à ce moment-là, laisse-moi t'exposer ce que j'ai exposé X fois. Tu connais, toi, déjà bien. J'arrive peut-être un petit peu moins, parce qu'à force de répéter, puis on a toujours trouvé autour de nous quelqu'un qui nous a dit « Ah, j'ai compris, écartez-vous, je suis l'homme de la situation, je vais gérer, c'est tout, la solution, je l'ai ». C'est une solution collective. C'est une solution de solidarité. Il n'y a pas quelqu'un qui est idiot et qui ne sert à rien et un mec qui est génial et qui ferait tout. Non. Tout le monde a son rôle à jouer. D'abord, il a sa peau à sauver. Donc ça peut compter déjà. Comme je disais qu'il y avait 6 000 à 12 000 personnes, le principe de ce que je t'expose là, c'est de dire que si on progresse sérieusement
sur ce principe-là. Chaque année, c'est au moins 1000, au début ce sera peut-être plus, mais c'est le rythme qu'il faut imaginer, c'est 1000 morts de moins par an. Donc si on a bien travaillé pendant une dizaine d'années, ben, il y aura 10 fois moins de morts. Voilà. Donc le principe, ça commence, c'est très simple. Hein, au début, quand j'ai dit ça au premier préfet, c'était Yves d'Assonville, il m'a traité d'aventurier, de fou, presque de fou. C'était un peu innovant, c'est vrai. Personne n'aura pas l'occasion de vivre ça. Oui, mais c'était innovant, parce que je vais t'expliquer pourquoi, et tu le sais, toi déjà. Bon, maintenant, c'est classique. Tout le monde sait faire ça. Donc, il faut simplement avoir la volonté de le faire. On met des capteurs plus nombreux. Tant pis, si on perd un capteur, c'est 50 000 euros, 80 000 euros. Bon, on va quand même pas comparer ça à une vie humaine. Donc, on les met dans l'emplacement supposé du séisme, à proximité immédiate. Quel est l'intérêt ? C'est que ce capteur, il peut avertir aussitôt les portables des gens, puisque depuis, maintenant, tout le monde a son portable. Il y a plein d'applications possibles. Il suffit de mettre un écran tout rouge avec une sonnerie spéciale, unique. Et le type, il a compris que c'est un séisme et qu'il faut faire ce qu'on lui a dit de faire. Bon, ça c'est un. Et alors, l'intérêt majeur de ça aussi, c'est que si c'est au niveau de l'emplacement du séisme, la téléphonie va plus vite que le séisme. Donc on gagne de l'ordre d'une dizaine de secondes. C'est-à-dire qu'avant même de sentir que ça bouge, on nous dit... Ça va bouger. Ça va bouger, fiche le camp. Fais ce qu'on t'a dit de faire. Si tu n'as pas le temps de descendre l'escalier, tu fais ci, ça. Parce que pour l'instant, on attend 25 secondes en moyenne pour se dire ça bouge ou ça bouge assez fort. Il va peut-être falloir. Mais oui, à 25 secondes, c'est fini. Les ondes primaires ont fini, c'est les secondaires. On ne descend plus un escalier pendant que les ondes secondaires se passent. Donc on est là, et puis il arrivera ce qui arrivera. Donc l'avantage, c'est que la personne pourra se dire je vais faire quelque chose. Alors elle va aussitôt nous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et bien là, il y a tous les professionnels dont on parlait qui progressivement, on va progressivement y aller. Deuxièmement, ce capteur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va informer aussitôt les satellites de Copernicus qui tournent régulièrement au-dessus de nous. Et le premier qui appellera aura le bénéfice d'avoir les caméras qui seront tournées sur son territoire. Et ces caméras, elles vont enregistrer en temps réel tout ce qui se passe. Et avec les logiciels comment on les appelle ? Enfin, c'est de l'intelligence artificielle. Hein. Il y a un nom un peu plus particulier. 3-4 minutes après, on va avoir un compte rendu. On va nous dire, tel pont, il n'y en a plus. Telle route n'est plus praticable. Là, il y a un immeuble, machin, etc. Le réservoir a explosé, etc. On va commencer à avoir un diagnostic. C'est bien d'avoir un diagnostic. Qui va le recevoir ? Il faut qu'on se mette à être sérieux sur les téléphones satellitaires. On a fait acheter un téléphone satellitaire dans chaque commune il y a 15 ans. Les batteries sont mortes, personne ne sait mettre l'antenne, on ne sait même pas où il est quelquefois. Ça sert strictement à rien. En plus, ce que je dis souvent, c'est le plus choquant, c'est que personne ne connaît son numéro d'appelant ou d'appeler et ne peut appeler quelqu'un. Il n'y a pas d'annuaire, il n'y a rien. On ne sait pas comment contacter qui. Donc, il faut un vrai réseau de téléphonie satellitaire, c'est-à-dire que le gars a son téléphone satellitaire. Ce sont les maires qui sont les premiers à les recevoir. Il faut qu'il donne ça à un responsable technique de son service qui est tout le temps ça avec lui. Donc il faut qu'il y en ait deux, pour qu'il y en ait un qui soit en réparation, en recharge ou en ce qu'on veut, pendant que l'autre est là en fonction. Mais au moins. Mais un par commune, ça ne suffira pas, il en faut deux. Mais c'est quoi ? C'est 1 000 € un téléphone satellitaire. Alors la communication satellitaire coûte cher, mais tu fais juste un abonnement à une demi-heure par mois pour faire les entraînements et tout. Et puis le jour du cyclone, tu payes la note qu'il faut payer, puis c'est tout. Ça, mais on ne va pas s'arrêter à des détails comme ça. Donc, c'est-à-dire que ces téléphones satellitaires, à ce moment-là, s'ils sont tout le temps là, ils vont recevoir, parce qu'il y aura une cellule hébergée à la CTM et une cellule hébergée à la préfecture, puisque c'est obligé, comme ça, avec des chargés de mission qui vont avoir préparé en temps plein toute l'année les logiciels qu'il faut, les contenus des messages qu'il faut, etc. Donc toutes les messageries se feront automatiquement, avec transfert et tout. Et autour de ces téléphones satellitaires, il faut des téléphones Iridium, parce qu'il faut par exemple que le maire dont tu parlais, il puisse communiquer avec celui qui a le téléphone satellitaire, et vice-versa.
Et c'est pas avec son portable qu'il va le faire. Parce que les téléphones normaux vont vite être saturés, ça va s'arrêter. Au réseau. Et ces téléphones-là, on va faire en sorte qu'il puisse y avoir 1/10 au moins de trafic qui soit maintenu. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, il y a 1 minute de communication accordée à quelqu'un. Mais si tu mets un logiciel dessus où tu appuies sur un bouton et que dès que tu as ta ligne, ça passe à tes proches le message « je vais bien », c'est l'essentiel. Donc il y a des tas de solutions techniques qui existent pour que ton portable... En plus, il va servir à te localiser. Donc voilà, il faut faire attention à la batterie, mais pas s'en servir utilement, mais voilà. Donc il y a un réseau de téléphonie satellitaire primaire avec ce qu'on appelle les BIGAN, c'est des petits ordinateurs portables qui est avec une antenne et tout le machin, et qui ont les écrans, et qui ont le texte, et tu peux écrire dessus un autre message, bien reçu, je transfère, ou je sais pas, j'ai compté tant de morts, enfin... Chacun peut discuter, mais en sachant à qui il communique. Voilà. Et alors, à partir de cette gestion des mobiles, après, c'est les actions de la population. Parce que j'espère inévitablement que même si au début ça peut faire peur un peu, la première chose que vont dire les gens, oui, c'est bien, dans ce scénario, je fais quoi, moi ? Il faut qu'il y ait des groupes d'individus qui disent, ah ben tiens, moi je me charge de ça, moi je me charge de ça, la nourriture, moi c'est moi, les transports, le ceci, le cela, on va faire un petit comité et on va s'entraider. Et donc à ce moment-là, hop, il sera contacté par radiotéléphone, et la radiophonie, machin, et à partir de là, chacun saura mieux quoi faire, parce qu'entre-temps, on lui aura dit, toi tu sors pas parce que tu pourras pas sortir, tu mets une réserve de nourriture à tel endroit, et on sait qu'on viendra te chercher à tel endroit, voilà. Et puis les services, après, effectivement, tout le monde doit gérer les secours voulus, c'est-à-dire les pompiers, les SAMU, les hôpitaux, les machins, en fait, voilà, chacun doit avoir son travail. À propos de téléphone portable, le premier conseil à donner. Avoir batterie chargée. Non, avant que la batterie ne décharge. Modifier l'enregistrement. La messagerie. C'est-à-dire dire je suis à Zouk TV dans le sous-sol. Ah, bon, et quand le téléphone n'est plus chargé, oui, celui qui tombe sur mon numéro, il sait que je suis là. Il sait comment me localiser. C'est ça. Non, mais donc il faut changer la messagerie. Ah, mais dans l'aspect pratique, si on trouve une 50aine de personnes qui disent « je joue le jeu de commencer le noyau », on va vite mettre autour de la table telle solution, telle idée, tel machin, et puis on va élargir le cahier des charges. Mais il faudra, pas beaucoup, mais quelques fonctionnels payés par la CTM et payés par l'État, et puis des intervenants, des prestataires à qui on fait des appels d'offres pour faire ça. Moi, je sais que mon fils qui gère ça à Airbus, il passe son temps à contrôler les appels d'offres qu'il a passés pour que les gens fassent de la téléphonie sensible dans les conditions qu'il veut. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Il ne faut pas 50 000 personnes. Hein. Et ce n'est pas des millions qu'on engage. C'est simplement une chaîne de solidarité. Et là, je reviens sur le mot « chaîne », parce que c'est la clé. Tu peux avoir 2-3 maillons d'or, d'argent là-dedans. C'est le maillon le plus faible de la chaîne qui permet de la faire fonctionner, parce que s'il lâche ce maillon-là, il n'y a plus de chaîne. Donc il faut faire attention à chacun à son prochain, attendre ce qu'il peut apporter et ce qu'on peut lui apporter, et puis voilà, c'est pas difficile. Nous avons milité pendant longtemps pour une réserve alimentaire. Oui, il faut ça. Jean-Yves habite non loin de chez moi. Par rapport au tremblement de terre, je ne peux plus arriver chez Jean-Yves. Les Fort-de-France ne peut plus, enfin, le réseau routier étant coupé et tout, on sait qu'on a une réserve alimentaire. Mais des denrées non périssables que l'on peut renouveler régulièrement. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas été une volonté politique. Alors oui, je pense il y a un certain nombre de communes qui ont des stocks, et d'ailleurs qui parfois ont des accords avec des supermarchés, puisque les supermarchés gardent à disposition des communes. C'est notamment le cas avant les saisons cycloniques. Oui, mais c'est des initiatives individuelles qui ne peuvent pas porter plus loin. Non, ce sont des initiatives communales. Dans les plans communaux de sauvegarde prévoient, pour certains, ce genre de dispositif. Il faut sans doute aller plus loin, mais... Il faut l'amplifier. En faire des politiques publiques beaucoup plus systémiques, ce serait sans doute intéressant, mais il faut voir ce qui se fait, il faut peut-être harmoniser les bonnes pratiques,
C'est pour ça c'est important d'en parler. Et en réalité que les acteurs en fait de toute cette chaîne de solidarité puissent se rencontrer, en parler de manière très responsable et très libre. C'est ça l'enjeu. Faut pas qu'on ait peur. Alors, il faut que chacun soit demandeur. C'est un phénomène effrayant. On est bien d'accord. Personne n'aime vivre un séisme, mais il faut qu'en toute responsabilité, nous acceptions d'envisager que le séisme se produise et puis de dire voilà ce que nous on peut faire. Il y aura des gens qui n'ont plus de maison, comment on les héberge et où on les héberge. Voilà, il y a plein de choses à discuter. C'est ça. Moi j'avais listé nourriture, boisson, habitat, les soins, la circulation, parce qu'il faudra bien qu'il y ait des engins pour circuler, et les communications. Et il faut qu'il y ait à chaque fois quelqu'un qui dise « Ah ben moi je gère ça, moi je gère ça, moi je gère ça ». Donc tout le monde sait que c'est un tel, et puis voilà. On est une île, on n'est pas hyper nombreux. On a une force incroyable par rapport aux gens qui sont les continentaux. Attends, le tempérament iléen, c'est quand même quand on veut, il y a l'adversité, c'est qu'on sait qu'il faut compter sur nous avant qu'arrivent les premiers avions, qui n'arriveront pas ici, qu'il faudra que ça vienne indirectement, etc. etc. Hein. Donc, il y a toute une procédure. Mais il ne faut pas se réfugier dans le déni, comme tu disais au début, ou dans la fatalité, comme je disais. Il faut simplement commencer progressivement, en se disant le premier jour, on ne va pas faire grand-chose, mais au bout d'un an, on va voir le chemin qu'on a parcouru, tout ce qu'on a gagné, et c'est motivant, et ça donne envie de continuer. Et au fur et à mesure, il y aura bien forcément... Enfin, on souhaite connaître le résultat le plus tard possible, hein, bien sûr. On aura le principal problème, l'eau. Le principal problème, l'eau. Ah oui. L'eau devient très rapidement un problème, hein, puisqu'on a vu ça depuis récemment. On en a besoin pour l'alimentation humaine, pour des besoins d'hygiène. C'était Saint-Vincent qu'on est allé aider il y a 2 ans. Voilà, donc à partir du moment où on n'a pas accès à l'eau, ça devient compliqué. Alors on a quand même la chance d'avoir une île avec une pluviométrie, si elle est un peu irrégulière, mais où il y a des cours d'eau. Donc on a vu dans des événements, des périodes post-cycloniques à Dominique, on a vu des gens retourner dans des rivières. Donc il faut aussi envisager que ça va se passer comme ça. Mais il faut en fait que les individus soient prêts dans leur tête. On a un tempérament ici. Hein. Moi j'avais plagié le proverbe « c'est graines d'Éric à plein sac ». Ben, il faut qu'on se dise à chaque fois, c'est graines de vie sauvées qu'à plein sac. C'est une vie, hop, et puis voilà. C'est notre pays, on n'en a qu'un, et quand on accepte de vivre sur ce territoire, il faut le prendre avec ses bons côtés, et puis tous ces aléas aussi. Mais c'est ce qui fait le charme de vivre sur cette île. Et donc ça nous oblige effectivement à être des individus différents, sans doute plus résilients, plus capables de faire face à un certain nombre de difficultés. Et il faut se servir de la préparation à ce genre d'événements aussi pour maintenir des mécanismes de solidarité dans nos sociétés humaines et pour créer une conscience collective dans ce pays. Et si on se sert de la préparation à la prévention des risques pour créer cette conscience collective, on a non seulement gagné parce qu'on sera mieux préparé à un potentiel événement, mais dans la vie de tous les jours, on aura une société qui va fonctionner différemment. Ah oui, et donc c'est un puissant levier en fait de cohésion sociale et qui aujourd'hui est sous-utilisé. Si c'est du cyclonique qui arrive, on pourrait utiliser beaucoup de ces solutions-là. Si c'est un tsunami qui arrive, on peut utiliser beaucoup de ces solutions-là. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose dont beaucoup d'éléments peuvent fonctionner. Ce qui serait bien, ça serait que s'il y a des gens convaincus qui écoutent l'émission, ils se fassent connaître auprès de Zouk TV qui nous héberge et qui voudraient sans doute accepter d'avoir cette liste-là. Et qui parraine un peu un démarrage de prise de conscience et d'action des gens eux-mêmes. Et à partir du moment où il y a un noyau,
Bon, je pense que l'accompagnement des autorités, sous quelque forme qu'on les appelle, ça viendra. Hein. Il faut surtout que les gens rejoignent les réserves communales de sécurité civile. Par exemple, oui. Toutes les communes maintenant se dotent de ces réserves. Et ce sont des citoyens bénévoles qui, en cas de besoin, viennent épauler les... Alors justement, nous allons voir comment réagissent les citoyens. Donc si on peut prendre 2-3 appels pour voir comment ces personnes entendent les messages, comment elles prévoient de vivre cette catastrophe, si demain matin on a la possibilité de la vivre, parce que... On ne souhaite pas. N'utilise pas le mot possibilité, on a la nécessité de la vivre. Voilà, ce sont vraiment des périodes c'est un passage obligé. Compliquées, difficiles, et qui mettent à mal les individus, les groupes humains, les familles. C'est vraiment assez traumatisant. Le premier test, ça sera le prochain cyclone, qui arrive plus souvent, qui est moins violent, mais si une partie de ça est mise en fonctionnement, on peut tester. En termes cycloniques, pour sauver Namnou, on sait faire, hein. Pour sauver Namnou. Ah oui. On a vu à Dorothy, à Dillon. Oui. L'eau est arrivée à Dillon sur les fêtières à Dallas. Oui, tout à Et dans la nuit, on a créé la route de Dorothy. Hein. On a créé un campement. Oui. D'ailleurs, il y a peu de gens qui relient en fait le carrefour Dorothy à cet événement. Je me souviens plus de l'année 1963. 66. Je sais que c'est dans les années 60. Et en fait, le giratoire Dorothy, là où il y a l'incinérateur, pas loin de l'incinérateur, qui a décrié l'actualité, qui a fait l'actualité pour d'autres raisons. C'est effectivement parce qu'il y a eu des gens qui ont occupé en fait tout le monde au-dessus de Dillon, ouais, pour sauver leur peau. Quoi. Autrement, c'était un grand cimetière, la cité Dillon. Hein. Oui, voilà. Donc les zones basses, effectivement, sont des zones vulnérables et il faut voilà, mettre en place des politiques publiques de prévention du risque. Il faut former aussi les individus au bon comportement face à ces menaces. Et puis, il faut que nous ayons une réponse qui soit adaptée à ce qu'on peut vivre. Et il faut entretenir cette réponse. Hein. Et moi qui suis un peu dans le BTP, j'ai souvent coutume de dire qu'il est particulièrement important de maintenir une force, je dirais, chez les entreprises de travaux publics, parce que en cas de problème majeur, ce seront elles qui seront amenées à intervenir, à aller déblayer des routes, à aller dégager des itinéraires et à sauver des gens. Voilà. Tu te rends compte si justement ce réseau d'entreprises réquisitionnables est bien informé et bien joint par téléphone, ça marche tout de suite. S'il y a quelqu'un qui sait aussi qu'il doit avoir son rack pour transporter une pelle, et bien ça y est, voilà. Que ce soit organisé quand même. Ces périodes-là, en fait, désorganisent les sociétés humaines et toutes les organisations d'une manière générale. Donc c'est important donc, de prévoir ce qui peut se passer. Et bien entendu, c'est souvent impossible de tout prévoir, mais il faut quand même avoir un plan. Il faut aussi... Il y a un document automatisé. Et tu n'as plus qu'à appuyer sur envoyer. Il faut surtout que les individus acceptent de s'entraîner. Donc tout ce qui est tests, etc., les exercices doivent être réalisés de manière régulière parce que c'est dans la pratique et donc dans la réalisation des exercices qu'on se rend compte que il y a des choses qu'on avait prévues qui ne fonctionnent pas tout à fait bien, que les gens n'étaient pas bien informés. Donc ça, il faut faire des exercices. Et la participation aux exercices Carib Wave, risque, convoi, réplique, est aujourd'hui insuffisante. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas suffisamment et c'est vrai que c'est quelque chose qui malheureusement peut être amélioré. Ils ne font pas beaucoup parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de succès. Et comme ça n'a pas beaucoup de succès, on n'en fait pas beaucoup. Enfin, mais il faut en faire. C'est ça. Mais à partir du moment où quelqu'un est intimement convaincu qu'il n'a pas grand-chose à demander, mais juste quelques questions précises, et qu'il y a une petite structure pour lui répondre, ça marche. Alors il ne faut peut-être pas attendre des grands-messes, mais déjà commencer par avoir un pôle d'accueil dans chaque mairie déjà, par exemple, ça évite de faire des kilomètres pour rien. Et puis on liste les questions, elles sont retransmises à un noyau central, enfin je ne sais pas. Il y a beaucoup de souplesse d'organisation envisageable. Hein. En plus avec les réseaux qu'on a maintenant, WhatsApp, tout ce que tu veux.
Je demande à la technique s'ils ont des appels, ne pas hésiter à mettre à l'antenne. Donc pour l'instant, on n'a pas d'appel. En général, quand les gens n'appellent pas, c'est qu'ils sont rivés sur l'information qui arrive. Ce sont des sujets qui sont importants, qui ne sont pas toujours simples à entendre. Et puis, on n'a pas forcément envie de parler de ces choses-là, mais il faut accepter de le faire. Et, en tout cas, c'est très responsable de Zouk TV de pouvoir mettre cette information et de mettre ces sujets-là sur la table. En tout cas, félicitations. Oui, parce que si ce n'est pas nous qui faisons, il fait nous et en gros. Voilà. Non, il y a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent au risque et il faut encourager tous ceux qui participent à la prise de conscience, qui peuvent être toutes les collectivités locales, la CTM, l'État. Il y a énormément les associations, il y a énormément d'acteurs qui travaillent et qui militent en fait pour qu'on prenne mieux en compte les risques sur notre territoire. Et justement, il faut peut-être qu'elles aient l'occasion de s'exprimer dans ces conditions-là et sans attendre que ce soit qu'il y ait trop de formalisme, qu'il y ait trop de temps de préparation et tout. Il faut être spontané, il faut être direct, il faut être d'homme à homme, enfin une solidarité franche et directe. Mais en attendant que les gens téléphonent éventuellement, moi je peux signaler aussi quelques exemples pratiques pour leur donner envie de se mettre à réparer. Puisqu'on disait qu'il faut penser, pour le neuf, on en a parlé avec les normes, etc., il y a des tas de bonnes solutions. La bonne solution, c'est ce que je répète souvent aussi, c'est qu'un bon réseau de professionnels pour la construction, avec architecte, géomètre, notaire, le bureau d'études, tout ce que tu veux, bureau de contrôle, tout. La somme de tous ces individus feront que tu auras le meilleur projet. Donc leur coût ne sera pas un coût réel, puisqu'en fait, ce qu'ils auront coûté aura contribué à faire un meilleur projet, donc plus de valeur, et des dépenses mieux ciblées et inférieures. Donc voilà. Bon, donc je prendrai l'exemple qu'il vaut mieux, par exemple, construire plus haut et étroit sur des sols durs et plus bas et avec moins de hauteur sur les sols mous. C'est une évidence, mais autant le rappeler. Parce que quelquefois, il y a des trucs paradoxaux. Il faut toujours privilégier la symétrie et éviter les excentrements dans une construction. Il ne faut pas mettre un truc dans un coin qui pèse lourd et qui va attirer toute l'énergie des ondes et qui va déformer la construction. Plus elle est symétrique, mieux ce sera. Il faut savoir qu'on n'a pas du tout les mêmes approches de solutions en métallique, où là on recherche le maximum de rigidité, en bois où là on recherche le maximum de souplesse, et en béton armé où c'est des solutions encore différentes. Il faut éviter les rez-de-chaussée creux où il n'y a que des pilotis avec des étages au-dessus. Ça, et souvent à propos de pilotis, c'est des petits 15-15 à bois bichette. Voilà. Alors pour ces poteaux d'angle... Sans contrevêtement. Pour ces poteaux d'angle, je te signale qu'il faut les faire en équerre. Maintenant, ça fait quand même longtemps qu'on le dit, avec au moins 60 de retour. Tu fais un L et tu ne fais pas ton poteau tout court. Il y a un bout de mur de chaque côté. Alors c'est gênant si c'est une entrée de garage, ceci, cela, mais on s'organise, on dimensionne avec. Enfin, il y a donc le poteau le plus court, c'est celui qu'il faut le plus armer et le plus relié, parce que quand il y a des poteaux de longueur différente, avec le séisme, c'est le poteau court qui prend le plus d'efforts et d'énergie qui lâche le premier. Là, tu parles en fondation. En adaptation au sol. En élévation aussi, oui, en adaptation au sol. Il faut, comme je l'ai dit, chaîner forcément tous ces trucs-là. Il faut... alors, il faut aussi un truc que les gens oublient, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle des nœuds, c'est-à-dire des croisements entre poteaux, poutres, si tu veux, les points de liaison. Il faut les multiplier pour être en hyperstatique, parce que c'est comme ça que tu organises la ductilité. Le séisme va commencer à se faire plaisir, à casser. Mais il en casse un d'abord, puis un autre, puis il finit. Au bout d'une minute, il n'a pas eu le temps de tout casser. C'est des réflexions comme ça, aussi pragmatiques que ça, qu'il faut avoir en tête, parce que il faut aussi les croix de Saint-André.
Et je rappelle l'exemple qu'on avait cité, que sur Trenel, à un moment, on avait envisagé, parce qu'on ne sait pas comment faire pour éviter qu'il y ait des quantités de constructions qui se démolissent puis qui tombent les unes sur les autres dans la pente, on avait dit qu'on ferait un noyau central, la pièce centrale, supposée centrale de chaque habitation, on lui met des croix de Saint-André au sol, au plafond et sur les 4 côtés, sur les 4 parois verticales. Donc ça, c'est indéformable. Ça fait comme un tonneau. Et si jamais il y a glissement de terrain, il y a chute de la maison du dessus, surtout, etc., on retrouve les gens plus bas, mais ils n'ont pas été écrasés. On les récupère. Voilà, il y a des tas de solutions qu'il faut que les gens se disent qu'on peut appliquer à leur cas précis en demandant à tout ce réseau. Alors, nous avons une tradition belle, ou pas belle, mais enfin quand même une belle tradition, c'est le coup de main. Alors, est-ce que dans le cas du coup de main, il est impératif que la commune, la collectivité puisse faire un accompagnement technique? Alors, la collectivité prévoit une aide à la construction durable, une aide territoriale à la construction durable, mais qui, en réalité, sert à faire intervenir des professionnels. Des vrais professionnels, voilà, des vrais professionnels. Formés. Le coup de main n'est pas... C'est culturel, pas interdit. Il y a des constructions qui ont été faites en coup de main et qui sont, je dirais, qualitatives. Il ne s'agit pas de... Il y a un appel. Il ne s'agit pas d'interdire le coup de main. Non, c'est de l'accompagner, je dis. Mais il faut effectivement accompagner quand il y a un besoin. Mais il y a des sachants qui construisent. Il y a beaucoup de professionnels qui ont de la famille et qui peuvent faire des coups de main. Oui. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir, Florent. Oui, bonsoir. Oui, je suis Bruno, auditeur fidèle de Source TV. Oui. Donc, je salue et remercie Mano de vous avoir confié une émission. Merci. Vous et votre association Puma. Merci. Voilà, pour une Martinique autrement. Donc, on est un petit peu confrères, puisque moi, je porte aussi Puma. Et je voulais aussi saluer Marvin, qui fait un très bon travail à la réalisation et au standard. Alors, ce sont 2 experts. C'est vrai, ils ont beaucoup de titres. Je vais les saluer par ordre alphabétique, Monsieur Grabin, si vous me le permettez. Autorisation donnée. Par la lettre B. Après, pour les départager, il y a eu la lettre O. Et ça s'est joué à la 3e lettre. Eh oui. Donc, je salue d'abord Monsieur Jean-Yves. Bruno. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir Bruno. Vous allez bien? Ça va, merci. D'accord, on a déjà fait plusieurs émissions ensemble, et ça s'est toujours très bien passé. Merci. Donc, et bonsoir également à Monsieur Bourouillou. Bonsoir Paul-Louis. Bonsoir, oui. Vous allez bien? J'essaye d'être utile. J'essaie d'être utile. Première émission, et pour le moment, ça se passe très bien. Donc, messieurs, vous avez été concis, tous les 3. Donc, on connaît l'expérience de Monsieur Grabin. Merci. Ce n'est pas sa première émission, bravo à lui. Merci. Et je voulais simplement dire, alors, s'il n'y a pas pour le moment d'appel, Monsieur Grabin, ne vous inquiétez pas, Florent. Ah non, je suis pas inquiet. Ils m'ont confié les questions. Ils m'ont choisi pour les questions, ça s'est fait sur Internet, vous avez un grand succès sur les réseaux sociaux. Alors, pour tout le monde, parce que nous sommes martiniquais, nous sommes aussi français, mais nous sommes également antillais. Et pour tous les antillais, la date du 5 septembre 2017. Je pense que messieurs Bonner et Bourouillou vont acquiescer. Le 6. Il y a eu un 6 septembre. Le 6 septembre. C'était le 6, 2017. On va simplement, monsieur Grabin, quelques secondes, comme vous tous les 3, être concis. C'est l'ouragan Irma, nous on l'a connu comme cyclone. Alors il est devenu catégorie 5 après, des vents à plus de 300 km/h. Simplement mon expérience, moi, j'habite à la rue Victor Hugo, j'ai vu la mer qui est habituellement au niveau de l'embarcadère, des vedettes maritimes, qui nous amène aux 3 îlets et à Casse-Pilote. La mer était au niveau de la rue Victor Hugo, où j'habitais à Lyon. Donc ça fait 11 mois. C'était un seul chiffre, messieurs, 56% des infrastructures ont été endommagées ou détruites. Vous imaginez le préjudice matériel, financier, économique.
D'ailleurs, elles sont toujours, ranimées par l'État. Hein. Il y a des infusions, perfusions d'État financières d'à milliards d'euros. Et surtout moral, n'oubliez pas, l'impact sur le tourisme. Les touristes auront peur de mourir d'un cyclone ou d'un ouragan à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy pour toujours. Et puis, tous ces gens qui sont partis, qui ont quitté ces îles pour aller en Guadeloupe ou en France, et même en Martinique. Donc, vous voyez, des conséquences qui sont incommensurables, qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas estimer. Donc, c'est bien à quel point votre émission est importante, M. Grabin. Donc, ils m'ont confié, je ne sais pas si je suis aussi bon que vous, aussi efficace, ils m'ont confié leurs questions. La première, c'est de vous demander, messieurs, à tous les trois, vous êtes trois experts, quel est le risque naturel? Peut-être qu'on s'exprime mal, hein, nous on n'a pas les bons mots comme vous, mais quel est le risque naturel qui ferait le plus de dégâts en Martinique? Bon, on sait qu'il y a la montagne Pelée qui est sous surveillance 24 heures sur 24. Merci à ces fonctionnaires qui font bien leur travail, qui se comportent très bien en Martinique. Bon, on est menacé aussi par les tremblements de terre. Il y a des séismes qui sont quotidiens. On va être franc avec la population, même si ça se passe loin de la Martinique, mais qui nous concernent, dont on ressent les effets, c'est quotidien. Tous les jours, il y a un petit séisme de petite magnitude. Donc on n'imagine pas ce que ça peut faire si ça se rapproche de 9, le maximum. Et puis, on a toujours ces cyclones, ces ouragans, etc. Donc, quel est le risque naturel qui fait le plus de dégâts en Martinique? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Quels sont vos conseils pour nos habitations? Donnez-nous les matériaux, qu'est-ce qu'on doit faire? Et enfin, les deux autres questions, c'est quelles sont les zones risques? Ça, c'est pour les spécialistes en Martinique. Soyez francs, dites-nous là où il ne faut pas habiter, là où on risque beaucoup pour différentes raisons, y compris les éboulements. Parce qu'il y a beaucoup de terrains qui ne sont pas chers maintenant, c'est comme les voitures d'occasion. On les achète presque pour 1 euro le mètre carré, M. Grabin. Mais on ne peut pas construire dessus. Hein. Après, vous faites un truc là, je vous assure, ça fait un éboulement, tout s'écroule. Donc, quelles sont les zones de risque? En toute franchise, messieurs, en Martinique, et ma dernière question, je crois que c'est M. Bonnet qui a parlé des réserves communales de civils. Quelles sont les conditions pour y aller? Parce qu'on a envie d'aider son prochain et même de s'aider. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, qui peut aller à la réserve communale de sécurité civile? Quels sont les anciens fonctionnaires, les anciens pompiers, militaires ou autres, qui peut se présenter? Messieurs, je vous remercie chaleureusement. Florent, si tu me le permets, je te tutoie désormais, puisque tu es un animateur, je l'espère, régulier. Merci à tous. Hein, c'est une émission qui est très importante pour nous. Il s'agit de nos vies. Hein. Voilà, n'oublions pas le 5 septembre 2017. Voilà, mais soyons positifs. Bonne soirée, messieurs. Merci encore. On va essayer de répondre. Alors, à qui l'honneur? Le plus de dégâts, malheureusement, c'est évident que ça sera le séisme, parce que si la Pelée se réveillait de manière très, très, très violente, il y aurait une longue période de préparation, et on ferait, comme on a fait en 1976 pour la Soufrière en Guadeloupe, on déplacerait la population. Et on a une cartographie beaucoup plus précise. On a revu les zones d'emprise d'aléas. Elles sont un petit peu accrues. C'était Montserrat. Non, mais en 1976, avec Haroun Tazieff, ils avaient déplacé les gens pour la Soufrière en Guadeloupe. Après il y a eu Montserrat. Oui, Montserrat est récent et explique bien les choses. Et on l'avait vu venir assez loin. Seule chose, c'est qu'ils n'imaginaient pas que la coulée tournerait par là. Et l'île est petite et il aurait fallu enlever tout le monde. Donc non, le volcan, et c'est d'ailleurs bien l'inconvénient, c'est que dans les PPR, quelquefois, on a surclassé en rouge des zones parce que on s'est permis de le faire et ça a empêché certains développements économiques. Mais ça, c'est une incidente. Mais du coup, le cyclone, on le prévoit assez bien. C'est moins mal, enfin même un très 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 violent. Au niveau mort, ça fait moins de morts. Et ça abîme moins les infrastructures fondamentales, ce qui fait qu'on peut quand même arriver assez rapidement après avec un aéroport sur lequel on peut se poser, et des bateaux qui peuvent accoster, etc. C'est quelques jours après. Alors que le séisme, normalement, dès qu'il risque de sauter et tout. Donc voilà, pour moi, c'est le séisme. Je suis assez d'accord par rapport à la classification de ces risques. Hein. Un séisme majeur est effectivement éminemment plus destructeur et plus meurtrier qu'un ouragan majeur. Voilà, mais
Et heureusement, il est moins fréquent. Le risque est beaucoup plus... Eh bien, finalement, comme c'est la conjonction de l'aléa et de la vulnérabilité, peut-être que le risque est équivalent, parce qu'il y en a un tous les 100 ans. On n'a pas fini de répondre. Il y en a un tous les 150 ans et l'autre, il y en a un tous les 10 ans. Bon, alors Il n'y voilà. a pas de régularité, en fait, dans ces phénomènes. Bon, les zones de risque. Sur les zones à risque, Paul-Louis a bien précisé, peut-être pour finir rapidement, qu'il y a des plans de prévention des risques naturels. Donc, chaque commune dispose d'une cartographie, d'une carte sur laquelle sont identifiés tous les risques. Donc, ce sont des PPRN dits multi-risques. Donc, Les terrains donnés sont en rouge. Les terrains sont en rouge. Donc, ça, il faut savoir. Il faut demander un certificat d'urbanisme. Et même en ligne, on arrive en fait à savoir. Allô? Et puis, concernant les réserves, Oui, les réserves, les réserves, tout le monde peut y aller. Chaque citoyen a un rôle à jouer en matière de sécurité civile. Allô? Oui, excusez-nous. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Mes respects. Allô? On vous écoute. Oui, Allô? bonsoir, monsieur. Madame. Ça fait un moment, je suis avec beaucoup d'attention votre... Ça fait un moment... Mais avec un spécialiste. C'est difficile. L'appel passe mal. Allô? Oui, Allez-y. C'est votre question. Oui. Posez votre question. oui. Allô? On vous écoute. Allô? On vous écoute. Oui, ça fait un moment, je suis avec beaucoup d'attention votre émission. Merci. Oui, ça fait un moment, je suis avec beaucoup d'attention votre émission. Oui. Vous avez une question? On vous écoute. Oui, alors la question que je vais vous poser, par exemple, pour solidifier la construction, Oui. Oui, ben, pour solidifier la construction, la maison d'habitation, Oui. est-ce que vous avez des entreprises spécialement pour ça, pour rénover? Alors, ça dépend si c'est du social. Et pour faire du social, c'est C'est ce que besoin j'ai individuel, fait, visiblement. ce que j'ai fait à une époque, ça s'appelait l'AAH, l'aide à l'amélioration de l'habitat. Oui, si vous avez un opérateur qui peut mobiliser des fonds essentiellement de l'État sur la LBU, il peut maintenant, effectivement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, il peut mobiliser des fonds de l'État, de la LBU, pour des améliorations au séisme du comportement de la maison, pour les fondations par exemple, et au même titre qu'on le fait pour la toiture, au même titre qu'on le fait pour l'électricité, on peut le faire pour améliorer le comportement parasismique de la maison, et on fait avec l'argent dont on peut mobiliser. C'est-à-dire, on ne va pas faire tout très bien, mais s'il y a une somme, on va déjà faire quelque chose et elle s'abîmera et elle résistera beaucoup mieux au séisme. Et elle fera beaucoup moins de dégâts. D'accord ? Oui. Mais on peut mobiliser l'aide à l'amélioration de l'habitat pour améliorer des maisons maintenant si les revenus le justifient. D'accord. Vous avez le téléphone? On peut vous joindre? Il faut demander à la DEAL. Ce qu'on appelait avant la DDE, maintenant ça s'appelle la DEAL. Il faut leur demander, c'est 59, 58, 50. 57. 57 00. Hein, 59, 57, 00 le standard, oui, je crois. 59 57 00. C'était ça votre question, madame. Quel numéro vous avez dit? 59 57 00. 0596 59. 57 00. En disant que c'est pour la AH. L'amélioration de l'habitat. 59, 57, 00. Ok. Merci, madame. Merci. 06 hein? 500, 500, 0500. 500. C'est un fixe. Un fixe, d'accord. Allez, je vous remercie. Merci. madame. De rien. Et bonne soirée. Oui, alors je disais qu'on pouvait aussi faire une demande de certificat d'urbanisme
pour avoir tous les risques. Son terrain est terminé. Et à ce moment, tout le monde est fixé. Ben, tu as 2 catégories de certificats d'urbanisme. Tu as le certificat tout simple, et tu as le certificat plus élaboré quand tu as un projet un peu mieux travaillé pour vérifier si tu es en situation d'avoir un permis de construire ou pas. Non. Mais en réalité, le classement des terrains est aujourd'hui fait. Donc on sait alors, il peut y avoir quelques interprétations, je sais qu'il y en a, mais en réalité, on sait globalement où sont les risques. Et les risques de toute nature sur la Martinique. Au début, il y a eu des imprécisions qui ont été traitées, et puis des erreurs carrément. C'était surtout pour des questions d'inondation, parce que le fond de carte dont on disposait venant de l'IGN était avec des courbes tous les 1 mètre. Et quand on dit qu'une zone est en orange parce qu'elle est inondable à 50 cm, et qu'on ne dispose que de précision de courbe d'1 mètre, forcément, il peut y avoir des erreurs. Donc, dans ces cas-là, on a fait faire des plans de détail, et il y avait une commission qui s'appelait la commission ad hoc, à laquelle, en tant que co-bâti, je participais, puisqu'on est membre de la commission préfectorale d'élaboration des PPR, et l'ADEAL et le BRGM. Si c'était des problèmes de sol, c'était... je ne sais plus quel était l'intervenant, si c'était les inondations, mais on faisait une mise à jour. Alors, le problème, un petit peu, c'est que ces mises à jour se faisaient sur le site informatique. Et que, pour devenir légal, c'est la version officielle papier en mairie qui compte. Mais à chaque fois qu'on fait une révision, la dernière révision date de 2011-2012, on a incorporé tous ces trucs-là. Maintenant, il y a beaucoup moins de... Parce qu'on a été plus précis dans la cartographie, parce qu'on a des retours d'expérience, parce qu'on a mieux travaillé les zones oranges qui étaient un petit peu un fourre-tout au départ qu'on avait inventé ici. Je rappelle d'ailleurs que nous, en Martinique, on a une particularité de nos PPR, il n'y a que la Martinique qui a ces couleurs-là. Dans tous les autres départements de France ou quoi, c'est pas les mêmes couleurs. Parce que nous, on a fait tout un travail énorme à l'amont, complet en premier, et on n'avait pas d'antécédents, et on va rester comme ça, c'est très bien. Et le simple citoyen, il suffit de se faire accompagner. C'est le plus simple, plus simple en effet, de faire confiance aux professionnels martiniquais pour élaborer les projets. C'est vraiment si vraiment on peut sortir de cette émission avec une recommandation, c'est de faire confiance aux professionnels. Oui, parce que là, aujourd'hui, on est outillés. Tout à fait. Oui, non, mais il y a beaucoup de personnes en capacité de répondre et un certain nombre en capacité d'agir. Donc il faut pas hésiter, et je répète toujours que il vaut mieux être accompagné d'un professionnel, il vaut mieux écouter son avis avant d'entreprendre quoi que ce soit, parce que quand on a entrepris, on est parti sur une solution qui n'est peut-être pas la bonne, qui n'est peut-être pas la moins chère, et puis on est à la merci de quelqu'un à qui on a confié les travaux, qui fera comme il pourra, avec sa façon de faire les métrés, avec sa façon de choisir les matériaux, etc. Donc, passer par un professionnel qui va vous guider, et je répète encore une fois, son prix, il va devenir invisible. Parce que comme après, vous payerez moins, alors vous n'aurez pas la preuve, parce que vous n'aurez pas un devis mauvais et un devis bon. Vous n'aurez que le devis bon. Mais moi, je vous garantis que l'expérience, en tant que professionnel, on a fait des milliers de constructions. À chaque fois, on a vérifié qu'on était du bon côté en pratiquant ça. Un bon géomètre, c'est le meilleur des géomètres. Et puis c'est pareil pour la mise en œuvre du béton. Aujourd'hui, on a du béton prêt à l'emploi. Et on continue à avoir des gars à battre béton. C'est un matériau plus important qu'on ne le pense. Ouais. Effectivement, le béton, la qualité du béton a un rôle important à jouer, notamment face au séisme. Le béton a une fonction, il résiste notamment à la compression, et il vaut mieux avoir du béton de qualité, en effet. Oui, en fait, finalement, ça coûte moins cher que de faire tout ce qu'on fait là, en traditionnel. Et c'est quand il y a un problème. C'est-à-dire que si on a un bon béton avec un professionnel, ce professionnel va faire le dimensionnement qui va optimiser les performances du béton.
Donc on n'en mettra pas trop, on ne mettra pas trop d'acier, on aura un béton de qualité et on aura un ouvrage de qualité. Tu parles de béton fini, je parle du béton prêt à l'emploi. Oui, le béton prêt à l'emploi, mais tu n'achèteras que la quantité de béton prêt à l'emploi qu'il faut, et la classe de résistance qu'il te faut pour ça. Oui, donc là, sur ça, on a vu pratiquement tous les éléments. Oui. Et puis, bon, si vous avez une conclusion à faire, ce serait... Je crois qu'on l'a fait plusieurs fois. Non, mais il faut ayez répéter. confiance, agissez et pensez aux professionnels. Et puis, n'oubliez jamais, pour moi, je vais rajouter ça parce que tout le monde va finir par être convaincu, faites de bonnes études de sol. Ne faites pas l'impasse sur la connaissance du sol. Le sol est très particulier en Martinique, c'est des sols volcaniques, il n'y en a pas ailleurs en France. C'est des sols qui vivent des phénomènes tropicaux avec beaucoup de pluie, beaucoup de chaleur, beaucoup de transferts chimiques. Et donc, ça n'a pas du tout le même comportement. Et les bureaux d'études de sol sont là pour vous renseigner, pour faire en sorte que votre construction soit bien reliée. On l'a dit au séisme tout à l'heure, le B.A.B.A., c'est la liaison entre la construction et le sol. Voilà, ma conclusion, pensez-y. Même message, faites confiance aux professionnels martiniquais, aux architectes, aux bureaux d'études, aux bureaux de contrôle, aux bureaux d'études de sol. C'est vraiment eux qui vont permettre que votre projet, le projet de votre vie, puisse être mené à bien et puisse un jour résister à ce qu'on n'a pas envie de voir. Voilà, en tout cas, j'espère qu'on a passé quelques messages. En tout cas, merci beaucoup de nous permettre de passer ces messages et on espère qu'on continuera à progresser et à avancer. On sait que le chemin est long, mais en tout cas, nous sommes déterminés. Et j'aurais quand même quelque chose à rajouter, c'est qu'il y a quelquefois d'excellentes idées croatons qui arrivent de l'extérieur et qu'on nous envoie toutes faites. Le problème, c'est qu'il faut quand même faire vérifier par quelqu'un qui a l'expérience locale que c'est conforme. Parce que je pense à des constructions qui ont été faites à partir de structures en métallique, en villa individuelle, il y a eu des déboires. Des constructions bois à partir du bois du Brésil, il y a eu des déboires. C'est pas interdit de faire venir des choses, des idées neuves de l'extérieur, mais on a tellement de bonnes solutions localement, on a tellement de bons matériaux qui ne sont pas encore suffisamment exploités que vous aurez un excellent traducteur qui va travailler dans votre intérêt, dans votre sens, avec le professionnel qu'on vous recommande. Alors, si j'ai un message à faire passer, c'est surtout à destination, je dirais, des bâtisseurs du dimanche. Qu'ils aillent se former. Oui, ou qui s'entourent de quelqu'un de formé. Non seulement ça, mais qu'ils acceptent la formation, mais qu'ils acceptent la critique d'un professionnel. Parce que souvent, on va chercher des passe-petits, on va chercher des personnes, je dis ce que j'appelle des bâtisseurs du dimanche, pour faire tomber le coup. Et à la fin, ça coûte très cher, très très cher. La construction, ce n'est pas une chose qu'on fait tout le temps de sa vie. Donc, il faut la faire bien. Et lorsqu'on va faire une acquisition, il faut bien vérifier où on achète. Autrement, on risque de pleurer très longtemps. En tout cas, merci. On a eu la possibilité... Je dirais volontiers, tu me donnes une idée. C'était une des premières fiches qu'on diffusait quand au Cobati on participait à ces choses-là. C'est qu'un risque connu est un risque réduit. Quand on ne connaît pas le risque, il est forcément pire que quand on le connaît. Donc là, on a essayé d'expliquer pas mal de choses, on a expliqué de montrer qu'il n'y avait pas de fatalité, et affronter cette idée du risque, parce qu'à chaque fois que vous travaillerez dessus, vous réduirez votre vulnérabilité, et vous gagnerez à ce moment-là en sécurité pour vous. Donc, et puis on peut, comme je l'ai longuement exposé, s'organiser pour gérer une crise sismique ou cyclonique pour avoir moins d'inconvénients. Avec les moyens modernes qu'on a, c'est dommage de ne pas avoir lancé ça. Se préparer, surtout se dire, ça ne se passe pas uniquement chez l'autre lorsqu'on regarde la télé. Non. Ça peut demain matin nous arriver. C'est la première chose que disent les gens quand ça leur est arrivé. Ils disaient, alors je pensais que c'était chez les autres, mais là... Ça peut nous arriver. En tout cas, merci. Et puis, au prochain numéro... On a tellement d'autres sujets, oui. Ah, il y a des sujets. Merci pour l'invitation, en tout cas. Merci, vous aussi. Et merci aux téléspectateurs. Merci, à très bientôt.